Il aimait les animaux à poil doux plus que tout au monde. Alors, renaître en tant que prince avec le pouvoir d'invoquer des créatures, ça ressemblait au destin. Dans ce nouveau monde, chaque créature qu'il imagine peut prendre vie. Et la seule mission que lui a confiée la déesse est simple: répandre la compétence d'invocation et profiter d'une vie paisible et pleine de douceur. Mignons, puissants, loyaux, tous nés de son cœur. Mais même un monde de douceur peut devenir sauvage quand la magie répond à la moindre de vos pensées. Un homme peut-il construire un paradis uniquement avec de la magie et des petites bêtes à poil? Voyons voir. L'histoire commence avec notre protagoniste qui songe à quel point il aimait les animaux à fourrure. Peut-être que dans ce monde, son rêve d'être entouré par eux toute sa vie allait pouvoir se réaliser. Son vœu allait peut-être s'exaucer. Le début fut assez inattendu. Une certaine Moonguard est soudainement apparue dans son coin animalier et l'a félicité d'avoir gagné un billet pour un autre monde. Il s'exclama surpris: « Quoi? » Il se demandait quel genre de beauté pouvait bien lui adresser la parole à lui qui n'avait même pas un seul ami. Et en plus, il n'était jamais sorti avec une fille de toute sa vie. Comment connaissait-elle l'existence de son repère secret avec les animaux à fourrure où il se rendait tous les jours après l'université? Il a attrapé le chat et a demandé à la fille surpris: « Vous êtes là pour eux, vous aussi? Tenez, vous pouvez prendre cette petite merveille toute douce. » Moonguard a répondu: « Non, je ne suis pas là pour ça. Tenez, prenez-le. » Elle lui a tendu un billet pour un autre monde. C'était une offre spéciale. Il l'a regardé stupéfait. La fille avait dit qu'elle espérait le revoir. À cet instant, elle a disparu et il a été emporté dans un tourbillon sombre. Le protagoniste effrayé se demandait ce qui était en train de se passer. Soudain, il a réalisé qu'il entendait un enfant pleurer. La femme lui demanda en souriant: « Qu'est-ce qui ne va pas, Prince Rufus? » Notre héros n'en revenait pas. Était-ce lui qui pleurait? Il pensa: « Chère maman et papa au ciel, je me suis soudainement retrouvé dans un autre monde. » C'était Moonguard, un monde où les épées et la magie existaient pour de vrai. Et il s'est avéré qu'il n'était pas un simple noble, mais un véritable prince. C'était donc ça que la phrase de l'offre spéciale voulait dire. Il était maintenant Rufus Elodora, le troisième prince du royaume d'Eloria. En grandissant, tout le monde admirait à quel point il était mignon, surtout ses nourrices et ses servantes. Comprenant de la situation, il essaya de ne pas se trahir et continua de prétendre n'être qu'un bébé. À l'âge de 7 ans, il avait beaucoup grandi. Lorsqu'un enfant atteint l'âge de 7 ans, il participe à un rituel de transfert de compétences et la compétence qui lui est transmise n'est révélée que pendant la cérémonie. Deux de ses frères Gilliam, le premier prince, et Léonard, le second prince, sont venus pour le soutenir. Gilliam lui a demandé s'il était nerveux. Le protagoniste a admis qu'il l'était un peu. Tout le monde était curieux de savoir de quelles compétences il hériterait. Léonard a ajouté qu'eux aussi ils avaient été nerveux. Les frères le prirent par la main et l'entraînèrent disant qu'il était temps d'y aller. Rufus protesta leur criant d'attendre. Il pouvait y aller tout seul. Les princes lui ont dit de ne pas être timide. Lorsqu'ils arrivèrent à la cathédrale sacrée, notre héros vit de nombreux enfants qui à tour de rôle posaient leurs mains sur le cristal magique pour connaître leurs compétences. Notre héros remarqua son père assis sur le trône et le regarda. Il se sentit mal à l'aise comme à une réunion parents-professeurs. Finalement, le prêtre annonça son nom et lui dit de poser ses mains sur le cristal. Quand le protagoniste le fit, il sentit le cristal vibrer et vit une lumière éclatante illuminer l'objet. Le prêtre déclara solennellement que Son Altesse, le prince Rufus, avait obtenu la compétence d'invocation. Toutes les personnes présentes l'ont félicité avec joie. Il se dit que leur réaction était exagérée. Invocation, ça voulait dire magie d'invocation, non. C'était vraiment une compétence si importante. Son imagination débordante lui fit voir des images de divers démons et il redoutait la pensée que de tels monstres puissent apparaître. Après tout, s'ils apparaissaient, il aurait bien du mal à les maîtriser. Il préférerait être un dresseur et vivre au milieu d'animaux à fourrure plutôt que de s'occuper de ce genre de monstres. Léonard lui a dit qu'il avait obtenu une compétence rare. Notre héros pensa: « Alors comme ça, c'est rare en plus. » Il demanda à ses frères: « Qu'est-ce que ça veut dire, cette compétence d'invocation? » Gilliam lui a répondu qu'il ferait mieux d'aller voir la Guilde des invocateurs pour avoir tous les détails. C'est une organisation de recherche, une guilde qui étudie les compétences inconnues. Dans leur pays seul, quelques personnes possédaient cette capacité. Pour autant qu'ils s'en souviennent, il n'y avait que 2 personnes dans cette guilde. Quand ses frères l'y ont conduit, il a regardé le grand bâtiment surpris et leur a demandé si c'était bien là. Ses frères lui ont répondu que oui et ont frappé à la porte. Serbustienne leur a demandé d'attendre un instant. Lorsqu'il leur a permis d'entrer, il s'est incliné poliment devant les frères et a dit à Rufus que son père l'avait déjà prévenu de son arrivée. Il s'est présenté ajoutant qu'il était le maître de la guilde des invocateurs. Laura, son assistante, se tenait à ses côtés. La jeune fille s'inclina timidement devant notre héros et lui donna son nom. Il réfléchit un instant et comprit qu'il n'était vraiment que 2 ici. Notre héros s'excusa auprès de Serbus de le déranger, puis lui demanda s'il pouvait, s'il vous plaît, lui expliquer sa compétence plus en détail. L'homme a dit qu'il serait heureux de le faire et lui a demandé d'aller à la bibliothèque. En entrant, le protagoniste examina le mobilier modeste de la pièce,
composé de 2 bibliothèques remplies de livres et d'une seule table, et pensa: on ne peut pas vraiment appeler cet endroit une bibliothèque. Serbus prit un livre sur l'étagère et le tendit au protagoniste. Rufus y jeta un coup d'œil et pensa que c'était un livre d'images. Il se tourna vers le chef de guilde et lui demanda si c'était bien ça. L'homme répondit: exactement. Ce livre ne parle pas d'animaux et de monstres. On les appelle des créatures magiques. Le protagoniste répéta surpris: des créatures magiques. Serbus dit: ces créatures ne sont même pas décrites dans les ouvrages de référence illustrés de la Bibliothèque royale. Le protagoniste n'en revenait pas. Le protagoniste ne pouvait-il vraiment invoquer que ces créatures, il y avait moins d'espèces que ce à quoi il s'attendait? Ça semblait être une compétence inutile. Il demanda au chef s'il pouvait le regarder utiliser l'invocation. Serbus se tourna vers Lara et la jeune fille accepta joyeusement sa demande. Elle prit une posture, ferma les yeux, tendit les mains et dit: moi, Lara, j'ordonne que le marmet vienne. Le protagoniste appréhensif espérait que rien de terrible n'apparaîtrait. Soudain, une lueur dorée apparut juste devant elle et une créature très semblable à un marmet apparut dans l'espace. Le protagoniste était ravi. C'était un animal tout doux. Il demanda avec enthousiasme à Lara si elle pouvait en invoquer d'autres. La jeune fille s'excusa auprès de lui et dit que c'était tout ce qu'elle pouvait invoquer. Serbus fit remarquer qu'il pouvait le faire aussi. Le protagoniste déclara joyeusement: « Je veux voir ça. » L'homme effectua les mêmes manipulations que Lara et invoqua le bardon. Soudain, un petit oiseau duveteux apparut sur son épaule. Rufus était absolument ravi. L'animal de compagnie était aussi très doux. Il demanda à l'homme s'il pouvait lui aussi toucher cette adorable créature. Le chef retira l'oiseau de son épaule, le plaça sur son doigt et le tendit au protagoniste. Il expliqua que pour invoquer une créature magique en utilisant la compétence d'invocation, il fallait imaginer mentalement son apparence. C'est seulement lorsque l'image est clairement formée qu'il peut invoquer la créature magique. Le protagoniste, en regardant le poussin, nota à quel point il était calme. Alors c'est ça, il doit tout visualiser en détail. D'abord, il aimerait essayer d'invoquer le bardon. Cette créature invoquée par Serbus avait la forme et la couleur de son tarin des pains domestiques Pipi qu'il gardait autrefois, et il espérait maintenant que tout allait bien pour son ami là-bas. Il prit une posture, tendit la main, ferma les yeux et dit: « J'ordonne, que le bardon vienne. » À ce moment précis, un oiseau apparut dans sa main. Le protagoniste n'en revenait pas. Il avait réussi du premier coup. Soudain, l'oisillon battit des ailes et dit: « Il est là. » Serbus et Lara étaient stupéfaits. Il parle. Le protagoniste était lui-même sous le choc. Il avait invoqué un bardon parlant et, en jugé par la réaction du chef et de son assistante, le fait qu'une créature magique invoquée parle était une surprise totale. Rufus sourit et dit à l'animal à plumes: « Enchanté de te rencontrer. » Il ne comprenait pas pourquoi il parlait. Il avait souvent rêvé de parler à des créatures à fourrure, mais cela n'était resté qu'un rêve. Peut-être que si l'image était assez détaillée, il pourrait invoquer des créatures non décrites dans ce livre. Alors s'il pouvait invoquer n'importe quoi, pourquoi ne pas essayer? Le protagoniste prit une posture, ferma les yeux et pensa qu'il voulait une grande et mignonne créature. Un animal blanc et duveteux avec des plumes blanches, des yeux rouges, maniant une magie puissante, le monstre le plus puissant. En gros, il choisit un dragon. Bien sûr, à son avis, cela l'embrouillait. Après tout, il n'était qu'un étudiant et il se passait trop de choses. Serbus et Lara observaient les pensées et le comportement du protagoniste avec stupéfaction. Ses pensées fusaient alors: que devrait-il invoquer? Un enfant, quelqu'un d'autre. Le chef l'appela par son nom avec appréhension. Le protagoniste, s'imaginant être un professeur, frappa mentalement la table de son marteau et s'exclama: « Silence! Si ce sont les pensées d'un enfant de 7 ans, il n'y a pas de quoi avoir honte. » Il pensa: « Oui, tout va bien. » Le protagoniste se concentra et invoqua un dragon aux plumes blanches et aux yeux rouges. Puis il vit les expressions surprises du chef et de Lara et se demanda d'un air penaud: « Est-ce que j'ai vraiment dit ça? » Il se sentit honteux et se couvrit le visage de ses mains. Un Serbus abasourdi s'adressa à lui, tandis que Lara et les frères du protagoniste se tenaient à côté de lui, tout aussi étonnés. Rufus ouvrit les yeux et pensa qu'il avait perdu la tête. Une immense créature aux yeux rouges et aux plumes blanches reposait tranquillement devant lui. Il pensa stupéfait. C'était encore mieux que ce à quoi il s'attendait. Il chancela soudainement. Le garçon le soutint, l'appelant par son nom avec inquiétude. Le protagoniste regarda sa main tremblante et pensa que ses forces l'abandonnaient et que répéter l'invocation serait difficile. Lara aussi était complètement désemparée, ce qui n'était pas surprenant. À ce moment, le dragon dit: « C'est à l'étroit ici. Est-ce que cette créature peut casser le mur? » Le protagoniste nota avec étonnement. Il parle aussi. Rufus demanda timidement à la créature si elle pouvait rétrécir un peu. C'était ce qu'on appelle une requête impossible. Il était interdit de détruire le mur. « Laissez-le trouver une solution, » répondit le dragon.
alors qu'il lui trouve un nom. Ainsi, il lui appartiendra et il pourra librement modifier sa tête sur commande. Le protagoniste était surpris de pouvoir le garder comme animal de compagnie. Il a alors dit qu'il l'appellerait Ragios. Le dragon a répété son nouveau nom, ajoutant que ça sonnait bien. À ce moment-là, un oisillon a volé jusqu'au protagoniste et a piaillé. Le protagoniste s'est tourné vers Ragios et lui a demandé s'il pouvait rétrécir à la taille de Pi. Le dragon lui a répondu. Il allait essayer. Il a été enveloppé dans un nuage blanc et quand la fumée s'est dissipée, Ragios avait retrouvé sa petite taille. Rufus était absolument ravi. Le dragon était devenu adorable, on aurait dit un chiot. Et surtout, il était très duveteux. Il pensa, on dirait que c'est son maximum. Le dragon s'est soudainement mis à trembler de la fumée s'échappant de lui. Le protagoniste s'est exclamé surpris. « Quoi? » Il n'arrivait pas à exécuter son ordre. Ragios lui répondit « Je vais disparaître maintenant. » Le protagoniste s'écria avec alarme « Attends un peu, la taille d'un chiot est suffisante. C'est une très bonne taille. » Le dragon lui demanda « Est-ce que c'est vrai? » Le protagoniste essuya la sueur de son front tendu et pensa. Il semblait un peu trop dévoué. C'était dangereux. Il voulait prendre cette adorable créature dans ses bras, alors il a demandé au dragon s'il le pouvait. L'animal lui a dit qu'il n'avait pas besoin de demander et a sauté dans ses bras. Le protagoniste se blottit joyeusement contre la créature duveteuse et pensa qu'il allait mourir de bonheur. À cet instant, il entendit la voix stupéfaite du chef de la guilde qui disait « On ne s'attendait pas à ça. » Invoquer une créature magique qui ne figure dans aucun ouvrage de référence et qui en plus parle le langage humain, c'est tout simplement un miracle. Nous devons rapporter ça à Sa Majesté immédiatement. Le protagoniste demanda « Qui va le rapporter? » Le chef et son assistant le regardèrent confus, ne comprenant pas le but de sa question. Quelque temps plus tard, le protagoniste frappa à la porte de son père, lui annonça que c'était lui et demanda la permission d'entrer. En entrant, il s'adressa au roi et annonça qu'il y avait une urgence. Il venait en hâte pour l'en informer. Son père demanda ce qui n'allait pas. Rufus lui dit qu'il venait d'utiliser sa compétence d'invocation. Il a invoqué Rayos, un dragon à plumes blanches et aux yeux rouges qu'il tenait dans ses bras. À ce moment-là, Pi vola au-dessus de la tête du protagoniste et piailla pour signaler sa présence. Le roi surpris demanda de nouveau à son fils « Un dragon aux yeux rouges ». Le protagoniste ajouta que sur son épaule se trouvait une autre créature qu'il avait invoquée un Barden nommé Pi. Il dit à ses animaux de saluer le roi. Rayos se tourna vers son maître et dit « Permettez-moi de me présenter à votre père. C'est un grand honneur pour moi. » Le roi était stupéfait. Pi prit également la parole. Rayos continua. « Je tiens à prévenir Sa Majesté sur le champ. Si vous faites du mal à mon maître Rufus, je ne vous montrerai aucune pitié, même si vous êtes son père. » Pi intervint. « Je suis là. » Le roi avait l'impression de devenir fou. Trop d'informations. Il se tourna vers son fils et lui demanda de tout lui expliquer en détail. Après que le protagoniste eut tout expliqué, Sa Majesté haleta de stupéfaction. Ce n'est pas possible. Il a invoqué une créature magique dont il n'existe aucune trace. Et comment as-tu réussi? Le protagoniste répondit expliquant qu'il fallait visualiser clairement l'image. Son père était perplexe, alors il a invoqué un dragon. Rufus rit et regarda son nouveau compagnon. Ragios se cabra soudainement grandit et dit au roi « Je viens de vous dire que je ne montrerai aucune pitié si vous faites du mal à mon maître. » Le roi ne fit que pâlir de peur. Le dragon reprit sa petite taille, grimpa sur la tête du roi et commença à le mordre. Le protagoniste dit avec colère à son animal d'arrêter de mordre. L'animal quitta immédiatement Sa Majesté et s'excusa auprès de son maître. Le père, se frottant la tête mordue, se tourna vers son fils et annonça qu'il le nommait chef de la guilde des invocateurs. Le protagoniste s'exclama surpris « Quoi? Mais le chef de la guilde n'est-il pas Service? » Le roi répondit qu'il l'avait déjà nommé adjoint. Il le lui avait dit depuis que lui, son fils, avait obtenu son pouvoir. Ragios et son équipe étaient sans aucun doute d'une grande valeur. Un rapport doit être préparé à ce sujet. À partir de maintenant qu'il soumette les rapports sur les créatures magiques rapidement et de manière responsable, et qu'il fasse aussi comprendre au dragon que je n'ai aucune hostilité à son égard. Rufus s'exclama joyeusement qu'il avait compris. En quittant les appartements de son père, le protagoniste pensa « Quel bazar on a mis, mais on m'a autorisé à garder Ragios et Pi. Avoir des animaux de compagnie n'est pas courant dans ce monde. Quand j'ai appris ça pour la première fois, j'ai failli mourir de choc. Maintenant, je peux légalement créer mon propre paradis de fourrure. » Il en pleura même de joie, ce que le dragon remarqua immédiatement. À ce moment-là, le protagoniste entendit Milia l'appeler. Elle demanda à son fils avec un sourire « Tu avais affaire à ton père. » Le protagoniste répondit que oui, qu'il avait besoin d'un rapport. Elle remarqua ses animaux et lui demanda quel genre de petite bête c'était.
Le protagoniste lui dit que c'était un dragon à plumes blanches et aux yeux rouges radioses et un bardon nommé Pi. L'oisillon gazouilla pour confirmer et le dragon dit qu'elle ferait bien de s'en souvenir. La femme pâlit et chancela. Rufus l'appela inquiet. Elle murmura « dragon » puis s'évanouit. Quelque temps plus tard, Rufus était assis au chevet de sa mère, toujours inconsciente, et se disait qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse s'évanouir si soudainement. D'habitude, elle ne réagissait pas comme ça. Elle avait sûrement surréagi en voyant les créatures magiques. Il quitta la chambre de sa mère et entendit ses frères l'appeler. Léonard prit la parole l'air surpris. Il avait entendu leur père l'interpeller au sujet des créatures magiques. Les frères remarquèrent les animaux du protagoniste et s'exclamèrent « C'est quoi ça? » Rufus leur expliqua que c'était des créatures magiques qu'il avait invoquées. Giléon, tout excité, lui demanda s'il pouvait les toucher. Le protagoniste confia ses familiers à son frère aîné, souriant en le voyant s'en occuper et se disant que c'était bien là la dextérité d'un érudit. Léonard lui demanda si le dragon était dangereux. Il lui répondit qu'il n'attaquerait pas tant qu'il n'en donnerait pas l'ordre. Son frère remarqua que quelque chose le préoccupait. Pendant ce temps, Rajos esquivait les mamours de Gileyam. Il n'aimait pas du tout être serré comme ça. Le protagoniste demanda à Gileyam si tout allait bien. Il trouvait que le dragon n'avait pas l'air content. Son frère, avec un regard admiratif, lui demanda de tout lui raconter en détail. Un peu plus tard, le protagoniste retourna dans sa chambre. Se sentant épuisé par cette journée, il alla se coucher. Ses familiers s'installèrent à côté de leur maître. Il leur souhaita bonne nuit et s'endormit profondément. Soudain, ce fut comme si quelqu'un l'avait réveillé. Une lumière vive l'entourait. Il se frotta les yeux, se demandant où il était. Moonguard lui dit que ça faisait un bail qu'il ne s'était pas vu. Il s'exclama stupéfait. C'était elle qui lui avait donné ce fameux ticket pour un autre monde. La jeune fille dit « C'est exact. C'est moi la créatrice de ce monde. » Le protagoniste demanda surpris la créatrice et elle poursuivit. « C'est moi qui ai accordé à ton âme au moment où elle quittait la terre de renaître à Moonguard. » Le protagoniste lui demanda perplexe. « De quoi est-ce que tu parles? » La jeune fille déclara solennellement qu'à partir de maintenant, il devait faire connaître la compétence d'invocation à tout le monde. Il se demanda surpris. « Alors, tout le monde doit être au courant. » Elle lui demanda s'il acceptait cette mission. Le protagoniste s'exclama confus. « Je ne comprends rien du tout. Explique-moi tout plus en détail. » Moonguard lui demanda si elle devait vraiment tout expliquer. Voyant son air égaré, elle dit « D'accord, je vais le faire », sur le ton d'une professeure sévère. « Écoute bien. Dans ce monde, la compétence d'invocation a un statut spécial. L'énergie dépensée n'est pas reconstituée. Elle disparaît complètement après usage. » La jeune fille illustra ses paroles avec des dessins sur un tableau noir. Rufus demanda surpris « Alors comment on la reconstitue? » Il était intrigué par le dessin. Elle lui expliqua que cela nécessitait la compétence d'invocation. En utilisant des créatures magiques invoquées, on transfère de l'énergie magique à Moonguard. En regardant les dessins, le protagoniste pensa qu'il avait compris. L'explication semblait vraiment traîner en longueur. La jeune fille continua. « Tu sais sans doute que cette compétence n'est transmise qu'à quelques élus, car presque personne dans le Moonguard d'aujourd'hui ne connaît cette capacité. Le nombre de ceux qui peuvent l'obtenir n'augmente pas, » compléta le protagoniste pour elle. Elle le regarda surprise et affirma. « C'est tout à fait exact. Pendant la cérémonie de transfert de compétences, une personne reçoit la compétence précise qu'elle désire. Tu as donc obtenu cette compétence parce que tu portes un amour démesuré à tous les animaux. » Wow, mais pour le protagoniste releva le mot « démesuré » avec étonnement. La jeune fille expliqua qu'elle avait invité des terriens dans ce monde en raison des rumeurs sur leur riche imagination et que cela s'était avéré être la bonne décision. D'ailleurs, en obtenant cette compétence, tu as aussi acquis la capacité d'utiliser la magie. Le protagoniste s'exclama émerveillé. « La magie !» La jeune fille continua. « La magie se divise en magie de combat, de guérison, de renforcement et de magie quotidienne. » Rufus s'exclama plein d'admiration. Il pouvait utiliser la magie. C'était un rêve qui devenait réalité. Soudain, il brûlait d'envie de s'y mettre. Elle le regarda sévèrement et lui suggéra de revenir au sujet principal. Il lui demanda si un dieu ne pouvait pas envoyer ce pouvoir magique lui-même sans l'intermédiaire des créatures magiques. La jeune fille lui répondit que c'était possible, mais qu'alors, il ne resterait pas le moindre brin d'herbe dans ce monde. D'immenses phénomènes naturels détruiraient tout. J'aime les habitants humains de ce monde, mais si la magie venait à s'épuiser, cet endroit se transformerait en un désert où aucune créature vivante ne pourrait survivre. C'est pourquoi je te demande d'utiliser ton imagination. Puise dans ton amour exceptionnel pour les animaux et répande tes compétences d'invocation en utilisant le plus de tes capacités possibles. Il formula mentalement un plan. En utilisant la compétence, le nombre de créatures magiques augmenterait. La compétence se répandrait et un paradis tout doux verrait le jour. Le protagoniste répondit avec admiration. Il avait tout compris. Elle pouvait compter sur lui. La jeune fille le regarda attentivement avec un sourire et lui dit qu'elle était contente de l'avoir choisi. Elle l'a donc laissé faire. Il pensa confus.
Cette image me semble familière. Suis-je en train de craquer à nouveau? En ouvrant les yeux, il réalisa qu'il était dans son lit. Le protagoniste bâilla et dit « C'était vraiment un rêve. » Radio répondit « Ce n'était pas un rêve. » Le protagoniste l'appela stupéfait. Le dragon poursuivit. Son créateur lui a transmis l'ordre de ne rompre sa promesse sous aucun prétexte. Rufus pinça surprise. « Ce n'était pas un rêve, demanda-t-il à son ami. « Où est Pi? » Radio répondit. « Le poussin est de retour, demanda le protagoniste confus. « Il est de retour. Et alors? » Le dragon répondit. « On l'utilisait comme doudou. » Rufus dit tristement. « Il a dû maltraiter Pi. » La créature lui dit de simplement l'invoquer à nouveau. Le protagoniste ravi sauta sur l'occasion et invoqua Pi. Quand le bardon apparut, il pépia joyeusement et dit « Que le Seigneur me pardonne pour l'attente. » Le protagoniste remarqua que ses paroles avaient changé, mais tant pis. L'important, c'était qu'ils soient de nouveau réunis. Radio lui demanda quel était leur projet pour aujourd'hui. Le protagoniste répondit qu'il pensait les présenter à quelqu'un aujourd'hui. La créature parut surprise. Les présenter, un peu plus tard, ils arrivèrent au terrain d'entraînement des chevaliers d'Elodor. Le protagoniste voulait présenter ses nouveaux amis à tout le monde. Tous les regardèrent avec surprise. Rufus dit à ses amis « Vous voyez ça? Ils sont si mignons qu'ils n'arrivaient pas à détacher leur regard. » Le dragon fit remarquer « C'est peut-être plutôt de l'attention négative. » Léonard demanda à son jeune frère « Tu es venu t'entraîner? » « C'est ça. » Le protagoniste expliqua à ses créatures que Léonard et Gilliam avaient tous deux suivi une séance d'entraînement très sérieuse. Le frère cadet s'exclama « C'était si amusant au début. » À ce moment-là, Gilliam s'approcha d'eux avec un sourire et dit « Vous discutez si joyeusement. Je vais me joindre à vous. » Léonard répondit « Rien d'intéressant. » Et il partit s'entraîner en courant. Le protagoniste demanda à son frère aîné si, ayant hérité de la compétence, il pouvait utiliser la magie. « N'est-ce pas? » Gilliam répondit que c'était vrai. Le protagoniste dit alors « Eh bien, je veux savoir quel genre de magie je peux utiliser. » Le frère aîné fut très surpris par cette question. Il lui demanda s'il n'avait pas appris ça à la guilde. Rufus admit que non, pas encore. Le premier prince dit « Je vois. Alors on peut essayer ici. Il y a plein de places. » Le protagoniste accepta joyeusement sa proposition. Gilliam dit « On va commencer par quelque chose de plus simple. » Il activa la lumière et expliqua à son jeune frère que c'était une magie de tous les jours qui illuminait le chemin. C'est idéal pour s'entraîner car n'importe qui peut la maîtriser. Rufus, surpris, dit « Je vais essayer tout de suite. » Il tendit la main et invoqua la magie de la lumière, mais ça ne fonctionna pas. Il répéta l'invocation plusieurs fois, mais toutes ses tentatives échouèrent. Le protagoniste frustré se demanda pourquoi il n'y arrivait pas. Gilliam lui demanda si tout allait bien. Il fallait qu'il concentre l'énergie magique dans sa paume puis qu'il lance le sort. Le protagoniste essaya de nouveau en suivant à la lettre les conseils de son frère et une lumière éclaira sa paume. Sa joie était immense. Il demanda à son frère de lui en dire plus. Gilliam accepta. Après tout ça, le protagoniste se dit qu'il avait un mauvais pressentiment. Quelque temps plus tard, après des tentatives infructueuses d'utiliser d'autres magies, Rufus pensa tristement « C'est un désastre total. Sérieusement, ma vie de magicien est-elle déjà terminée? » Gilliam lui dit de ne pas se décourager. Quelque temps plus tard, le protagoniste invoqua Service et Lara et leur dit qu'il devait leur demander quelque chose. Quelle magie peut-il utiliser une fois qu'il a acquis la compétence d'invocation? Tous deux le regardèrent avec stupéfaction. Puis Service lui répondit que les personnes possédant la compétence d'invocation ne peuvent pas utiliser la magie. Le protagoniste au bord des larmes pensa « Je vois, c'est fini. » Il se souvint des paroles de Gilliam. Si ceux qui l'entourent savent utiliser la magie, alors il n'y aura pas de problème. Il se dit qu'il attendait ça avec impatience. Soudain, une idée lui vint à l'esprit et il eut un petit rire. Service perplexe lui demanda s'il allait bien. Le protagoniste dit « J'ai eu une super idée. Écoutez-moi. Si je ne peux pas utiliser la magie moi-même, alors laissons les créatures magiques le faire. » Service et Lara le regardèrent confus, ne comprenant pas de quoi il parlait. Rufus, en regardant les bougies, pensa « S'il s'agit d'une magie qui crée du feu pour s'éclairer, alors il nous faut une créature magique capable de manipuler le feu. » Alors, quelle créature magique y avait-il sur l'image de ce livre de référence? Il se souvint que c'était une salamandre. Le protagoniste invoqua rapidement cette créature et en un clin d'œil, la salamandre Cyan apparut devant lui, s'adressa à lui respectueusement et dit qu'il était profondément touché par son invocation. Le protagoniste les ramassa et s'exclama avec admiration. « Il est si mignon! Il a son propre charme complètement différent de Radio et Pi. » Lara lui demanda stupéfaite. « N'est-il pas chaud? » Le protagoniste répondit. « Pas du tout, répliqua Cyan. « Bien sûr que non. Je ne suis pas en train d'attaquer en ce moment. » Rufus dit « D'accord, et si tu mettais le feu à quelque chose pour voir? » Il plaça une feuille de papier devant de la salamandre.
Cyan répondit « D'accord » et exauça sa demande. Le protagoniste fut choqué et s'exclama « C'est incroyable !» dit Khan d'un air pompeux. Il est infiniment reconnaissant pour ses louanges. Le protagoniste s'est dit que puisqu'il ne pouvait pas utiliser la magie lui-même, il le ferait par le biais de l'invocation. Cerbus, profondément impressionné par les capacités du protagoniste, se tourna vers lui et lui exprima son admiration. L'homme ajouta que pendant tout ce temps, il s'était lui-même bridé, sans jamais envisager tout le potentiel de la compétence d'invocation. Et qui aurait cru que cette compétence pouvait être utilisée de cette manière, s'exclama Lara. On pouvait en dire autant d'elle. Rufus s'approcha d'eux et leur dit de relever la tête. Ensemble, ils allaient montrer au monde les avantages de la compétence d'invocation. Ils devaient donc travailler main dans la main. Cerbus et Lara acceptèrent joyeusement son offre et ils firent tous connaissance avec Cayenne. La salamandre lui demanda « C'est son nom maintenant ?» Le protagoniste répondit « Oui, est-ce qu'il te plaît ?» Cayenne répliqua « Il me plaît beaucoup. » À ce moment-là, les frères Emilia se tenaient derrière la porte, écoutant leur conversation. Le protagoniste demanda à la salamandre quelle était la limite de son feu. Cayenne répondit qu'il lui restait encore beaucoup de puissance. Rufus pensa « Bon, puisque l'occasion se présente, pourquoi ne pas tout essayer ?» Il suggéra en riant à son nouvel ami qu'il devrait peut-être tout embraser pour de bon. La salamandre accepta sans hésiter. Le protagoniste lui dit qu'il plaisantait. À cet instant, ses frères et sa mère entrèrent dans la pièce. Milia, stupéfaite, l'appela par son nom et demanda « Qu'est-ce qu'il vient de dire? Que se passe-t-il ici? » Le protagoniste désemparé se demanda quoi faire. Dès son apparition, tout avait viré au cauchemar. Milia regarda la salamandre et demanda à son fils « Qui est ce petit? » Le protagoniste répondit « C'est une nouvelle créature. » Il avait invoqué une salamandre nommée Cayenne. Elle s'exclama avec effroi « Un lézard !» et s'évanouit de nouveau. Rufus l'appela alarmé, pensant que quelque chose n'allait pas. Comme il s'y attendait, elle avait de nouveau eu une réaction violente. Cette fois, la femme se remit rapidement et dit aux enfants que tout allait bien et de ne pas s'inquiéter. Elle s'approcha du protagoniste, s'excusa et lui demanda de lui présenter ses familiers. Le protagoniste la regarda d'un air las, se rappelant qu'elle s'était aussi évanouie la veille. Milia expliqua qu'elle n'avait pas pu les saluer la veille et que cela l'avait beaucoup préoccupée. Il se tourna vers ses amis et leur demanda de se présenter à sa mère. Ils lui dirent leurs noms un par un, ce qui la laissa encore plus stupéfaite. Elle s'exclama « Mais il parle !» Elle demanda à son fils si elle pouvait les caresser. Le protagoniste répondit « Bien sûr !» Rajos déclara d'un air pompeux à son maître que puisqu'il s'agissait de sa mère, il ne pouvait s'opposer à être caressé. Quand la femme toucha le dragon, elle s'exclama surprise « Il est si doux !» Puis se percha sur sa main et elle caressa doucement ses plumes. En le regardant, Milia lui dit avec un sourire. Maintenant, elle voyait qu'il avait un visage très adorable. Elle s'excusa d'avoir eu peur. La salamandre s'adressa à elle en l'appelant « Mère de mon maître » et l'assura que tout allait bien et qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser. Elle leur demanda de bien s'entendre avec son fils Rufus. Le protagoniste était surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne juste pour dire bonjour. À ce moment-là, Lara poussa un cri effrayé. Khan s'excusa auprès de la jeune fille et lui demanda si tout allait bien. Le protagoniste se demanda si Lara avait vraiment peur des salamandres. Avec une telle réaction, elle ne serait même pas capable d'invoquer quoi que ce soit, et encore moins d'observer. Ce serait bien de pouvoir utiliser le feu. À cet instant, il entendit Lara s'exclamer avec surprise. « Waouh !» Il regarda dans sa direction et vit Pi perché sur une pile de livres, exhibant sa puissance en déployant ses ailes. Le protagoniste pensa « Peut-être qu'avec un oiseau, ça marcherait. » Sans hésiter, il invoqua l'oiseau de feu. Contrairement à ses attentes, un petit poussin apparut devant lui. Rufus expira et pensa « Il est si mignon, mais son charme est différent de celui de Pi. Il est vraiment un génie, et ses familiers à fourrure sont tout simplement géniaux eux aussi. » Le poussin pépia et une petite flamme jaillit de son bec. Le protagoniste demanda à Lara si ce familier lui plaisait. La jeune fille surprise lui demanda « Ce petit-là ». Elle le prit dans ses mains et Rufus dit « C'est le poussin de l'oiseau de feu ». La jeune fille regarda le bébé duveteux et dit « Peut-être que je pourrais même l'invoquer. » Quelque temps plus tard, lorsque le protagoniste arriva à la bibliothèque, il y trouva Cerbus. L'homme regardait un livre. Il lui demanda ce qu'il faisait. L'ancien chef de guilde lui répondit avec un sourire expliquant que comme le nombre de créatures magiques augmentait, il pensait qu'un nouveau livre de référence serait nécessaire pour compiler les rapports. Le protagoniste s'émerveilla pensant « C'est exactement ce qu'il nous faut ». Il appela Balto et lui demanda s'il savait dessiner. Le garçon répondit que non. Le protagoniste appela Lara et lui demanda si elle savait dessiner. En voyant son piètre dessin d'oiseau, il pensa « On dirait que je vais devoir tout faire moi-même ». Le protagoniste essaya de dessiner Cayenne, mais le familier lui-même lui dit que c'était horrible. Cerbus suggéra de confier cette tâche à l'artiste de la cour. Le protagoniste soupira et remarqua
C'est dommage que ça finisse comme ça. Soudain, il s'exclama « C'est ça! Après tout, tu peux invoquer un ours artiste. » Rufus se mit aussitôt au travail et en un clin d'œil, un ours énorme apparut. Le protagoniste le prit dans ses bras et déclara qu'à partir de maintenant, son nom serait Beard. Il ajouta « Maintenant qu'il nous montre de quoi il est capable. » Qu'il essaye de dessiner Ragios. Beard dessina instantanément un portrait d'une beauté incroyable et le lui montra. Le protagoniste s'exclama avec étonnement « Ce n'est pas possible! » Cerbis, tout aussi surpris, remarqua que même un artiste de la cour envierait une telle vitesse et un tel talent. Le protagoniste demanda à l'ours s'il pouvait dessiner dans un style différent. Beard dessina instantanément un visage hideux. Lara, en regardant le portrait, demanda perplexe « C'est vraiment elle !» Son expression traduisait un tel étonnement que Rufus éclata de rire. Soudain, le roi entra dans la pièce et dit à son fils qu'il avait tout entendu. Sa Majesté regarda les animaux et fit remarquer qu'il lui semblait qu'ils étaient un peu plus nombreux. Le protagoniste dit avec enthousiasme « Que tout le monde dise bonjour à mon père !» L'homme s'exclama avec joie que tout allait bien, qu'il laisse les choses en l'état, mais qu'il reste tranquille pendant un moment. Après cela, ils sortirent dans le couloir. Le protagoniste se souvint des paroles de son père et se dit qu'il n'aurait pas dû protester si vivement. Soudain, il se retrouva avec beaucoup de temps libre. Il ne voulait pas déranger Cerbus et Lara, alors ils sortirent. Rufus proposa de faire visiter le manoir à ses amis à fourrure. Rugios se demanda si cela n'attirerait pas encore plus l'attention. Le protagoniste acquiesça et se dit que rester simplement assis dans la chambre n'était pas non plus une option. Il se souvint que son frère Léonard lui avait raconté comment il avait exploré le sous-sol du manoir et y avait trouvé quelque chose. Alors, direction le sous-sol. Le protagoniste commença un monologue intérieur alors que son père venait de lui ordonner de rester tranquille. Mais il pourrait y avoir quelque chose d'incroyable là-dessous, des trésors d'or et d'argent, et s'il trouvait une porte vers un nouveau monde, s'ils se faisaient une prendre, ils étaient tous perdus. Ne comprenaient-ils pas les risques? Allaient-ils sérieusement envisager une vie sans aventure après avoir été réincarnés dans un autre monde? Conclusion, ils allaient au sous-sol. Après ces réflexions, le protagoniste mena sa troupe au bon endroit. Regios demanda où se trouvait exactement ce sous-sol. Il répondit qu'il pensait que c'était dans une zone accessible uniquement à la famille royale. S'il ne se trompait pas, son frère Léonard avait mentionné une ancienne porte noire. Ils arrivèrent devant une immense porte noire et Ragios lui demanda si c'était bien la porte en question. Le protagoniste s'exclama avec impatience. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » Il espérait que ce voyage en valait la peine. Après être entré dans le sous-sol, Rufus sentit que quelque chose n'allait pas. Soudain, un cavalier sans tête apparut devant eux. Le protagoniste se perdit dans ses pensées. Ayant désobéi aux ordres de son père, incapable de rester tranquille, lui et ses amis se retrouvaient en grand danger. Quelques heures plus tôt, ils étaient entrés dans le sous-sol et avaient commencé à l'explorer. Il remarqua que, comme prévu, il faisait un noir d'encre. Ragio lui fit signe de faire attention où il mettait les pieds. Le protagoniste dit que l'obscurité ne serait pas un problème puisqu'ils avaient de Cayenne. La salamandre alluma une flamme et les alliés continuèrent leur chemin. En regardant autour de lui, le protagoniste réfléchit. Ils étaient descendus si profondément et pourtant l'endroit était vide. Son frère Léonard en avait parlé si sérieusement que ça ne pouvait pas être une blague. Mais quand même. Soudain, une grille métallique se referma bruyamment derrière lui. Il s'exclama confus. « Pourquoi est-ce que ça s'est fermé si soudainement? » Rios l'interpella au dernier moment, l'avertissant d'un danger. Le protagoniste se retourna et vit un cavalier sans tête s'apprêtant à frapper. Il esquiva au dernier moment et se demanda avec crainte. « C'est le chevalier sans tête, le Doulahan. Qu'est-ce qu'il faisait dans le sous-sol du château Non? C'est peut-être une sorte de système de défense qui s'est activé. Puisqu'il y a aussi une porte là-bas, il est fort probable que vaincre cet ennemi leur permettra d'avancer. Il fallait qu'ils sortent d'ici rapidement. » Il fixa le Doulahan hypnotisé, redoutant son attaque. Soudain, Léonard et Gilayam s'approchèrent de lui. Le frère du milieu souriant lui demanda ce qu'il faisait ici. C'était dommage qu'il ne les ait pas invités eux aussi. Le protagoniste vit ses frères et fut fou de joie. Le frère aîné se pencha et remarqua qu'il l'avait surveillé pour une bonne raison. Il était interdit d'entrer dans le sous-sol sans permission. Il y avait un système de sécurité à plusieurs niveaux et une fois activé, il était difficile de s'échapper. Léonard souriant dit que si leur père l'apprenait, il était fichu. Mais d'abord, il devait s'occuper de l'ennemi. Il esquiva instantanément l'attaque de l'ennemi et nota avec un sourire que ça faisait un bail qu'ils ne s'étaient pas vus. Le protagoniste surpris demanda s'il l'avait déjà combattu. Léonard répondit qu'il avait à peu près son âge à l'époque et qu'ils en avaient bavé cette fois-là. « Voyons voir ce que tu vaux maintenant. » Le second prince faucha l'ennemi à la vitesse de l'éclair et rengaina son épée. Le protagoniste était sous le choc. Les mouvements de son frère étaient si rapides qu'il n'eut pas le temps de voir quoi que ce soit. Léonard nota avec un sourire qu'il était devenu bien plus faible depuis la dernière fois, dit Rufus, plein d'admiration. Voilà ce qu'il appelle une technique d'épée sacrée. Soudain, la porte s'est ouverte et une gargouille est apparue devant eux.
Le protagoniste nota avec inquiétude que les gargouilles étaient des monstres au moins aussi puissants que les Dullahan. Gilliam y vit une occasion de montrer à Rufus de quoi il était capable. Il leur dit avec un sourire qu'il allait s'en charger lui-même. En un instant, le premier prince utilisa sa magie et incinéra le monstre, puis marqua une pause en songeant à quel point son geste avait été brouillon. Léonard sourit et fit remarquer qu'il avait fait un excellent travail. Le protagoniste y réfléchit, se disant que même s'il savait que ses frères étaient forts, il était loin d'égaler leur force. Il avait aussi constamment besoin d'être protégé. Après avoir tué la gargouille, la pièce suivante s'ouvrit. Ils entrèrent et une armée de cavaliers et de gargouilles apparut devant eux. Le protagoniste était terrifié à l'idée qu'ils soient tous là. Pourquoi étaient-ils si nombreux? Il leur demanda d'un air penaud de s'en occuper. Léonard souriant lui attrapa l'épaule et dit qu'un homme devait toujours être prêt au combat. Le protagoniste répondit qu'il ne savait ni manier l'épée ni utiliser la magie. Le second prince lui dit qu'il le pouvait. Il était leur frère. Rajo fit remarquer qu'il avait raison. Il pouvait se battre tout comme ses frères, mais il devait lui donner l'ordre. Il ne le répéterait pas. Le protagoniste pointa son doigt vers les monstres et lui ordonna de s'en occuper. Ragios incinéra le monstre en un instant et demanda à son maître « C'est tout ». Il commençait à peine à s'échauffer. Léonard remarqua que ce n'était pas fini. Le protagoniste invoqua les autres créatures et leur ordonna de faire de leur mieux. Elles se jetèrent sur les monstres et commencèrent à les anéantir. Un instant plus tard, ses familiers revinrent et lui annoncèrent qu'ils en avaient terminé. Léonard fit remarquer que même lui n'était pas encore allé aussi loin. Après la bataille, une autre porte de fer s'ouvrit. Ils entrèrent et se retrouvèrent dans une place lumineuse. Le protagoniste se dit que même si c'était une place, il n'y avait que des murs et un piédestal. Giléan s'approcha de la structure et remarqua que le piédestal avait un mécanisme spécial. Il se coupa le doigt, laissant perler son sang. Le protagoniste se précipita vers lui alarmé. « Je saigne. » Le garçon répondit avec un sourire que tout allait bien. La blessure allait guérir. Il devait plutôt regarder le mur en face de lui. Un instant plus tard, une porte secrète s'ouvrit. Gileam expliqua avec un sourire que cette porte ne pouvait être ouverte qu'avec du sang royal. Le protagoniste fut surpris de réaliser que personne à part la famille royale ne pouvait entrer. Il demanda à son frère aîné ce qu'il y avait à l'intérieur. Le prince lui dit d'entrer et qu'il comprendrait tout immédiatement. Le protagoniste entra et vit une multitude de trésors. Il s'exclama avec stupeur « C'est incroyable! Il y avait vraiment une cache au trésor caché ici. » Gileam m'expliqua que comme le sous-sol était très solide, il servait d'entrepôt pour stocker des provisions en cas d'urgence. Le protagoniste lui demanda si tout le monde était au courant. Léonard répondit que toute la famille le savait, mais que lui venait tout juste de l'apprendre. Rufus réfléchit. Est-ce qu'hériter de cette compétence signifiait qu'on le reconnaissait comme un membre de la famille royale? Soudain, Radio fixa le mur d'un air songeur. Le protagoniste le remarqua et lui demanda ce qui se passait. Le dragon répondit qu'il sentait un allié puissant derrière le mur. Le protagoniste surpris demanda s'il s'agissait vraiment d'une créature magique. Gilayon tapota le mur avec son doigt et remarqua qu'il semblait y avoir un espace en profondeur, mais que même lui ne pouvait pas le détruire. Le protagoniste s'approcha du mur et le toucha légèrement, révélant un passage secret. Soudain, un coffre parlant les interpella, leur demandant d'un ton menaçant qui osait troubler son sommeil. La créature éclata de rire et dit que c'était une blague. Elle avait toujours voulu essayer cette réplique. Gileam demanda en souriant. « Un coffre qui parle? C'est un piège, demanda Léonard. C'est trop suspect. Je devrais peut-être le démonter. Effrayée, la créature le supplia de ne pas faire ça, assurant qu'elle ne leur ferait aucun mal. Rufus la regarda et demanda « Tu es resté seul ici pendant tout ce temps? » Il acquiesça et dit qu'il cherchait un nouveau maître. Ils se regardèrent pendant quelques secondes, puis il demanda « Peut-être que tu pourrais devenir mon maître. » Surpris par cette proposition, Rufus demanda s'il devait alors passer un contrat. Le coffre y accepta, et Rufus se dit que ça voulait donc dire qu'il avait déjà eu un maître auparavant. Il demanda ce qu'il devait faire pour ça. Le coffre répondit qu'il devait simplement lui trouver un nom. Léonard s'approcha de lui et demanda s'il pouvait essayer d'en trouver un. Il commença à énumérer les noms qu'il avait en tête, mais Rufus pensa que ce n'était pas si simple. Il se retourna, appela Ragios et lui demanda s'il pouvait devenir le maître de créatures magiques invoquées par quelqu'un d'autre. Il confirma en disant qu'il était possible d'invoquer une créature qui n'appartenait pas à ce monde. Le protagoniste regarda le coffre et pensa « Alors c'était ça. Il a dû rester seul ici pendant très longtemps sans que personne ne le remarque. » Léonard, l'air un peu vexé, dit qu'il n'arrivait, raclement de gorge, à rien trouver. Le coffre eut un sourire malicieux et demanda « Vraiment ?» Il appela son frère et lui demanda si cette fois il voulait essayer de lui trouver un nom. Il s'est approché et a demandé « Attendais-tu depuis tout ce temps que quelqu'un vienne ?» Le coffre a répondu que oui et lui a demandé s'il s'ennuyait. Le coffre a confirmé et a dit que comme il n'avait rien de mieux à faire de toute façon,
il réfléchissait à une salutation pour la prochaine personne. L'air un peu confus, il a commencé à imaginer des noms en utilisant le mot « trapbox » et a fini par trouver le nom de Torchon. Soudain, le coffre s'est mis à émettre une vive lumière et l'air inquiet, il s'est demandé de quel genre de lumière il s'agissait. La lumière s'est estompée et le coffre a annoncé que le processus de réenregistrement du maître était terminé. Il était maintenant son esclave. Ses frères l'ont interpellé avec mécontentement, mais il s'est retourné et a déclaré à voix haute qu'il ne lui avait pas donné ce nom dans ce but. Les créatures magiques étaient de ses amis et lui aussi était de son ami. Torchon en a ri de contentement et il fut surpris en pensant qu'il avait l'air satisfait. Il s'avère que la compétence d'invocation permet d'invoquer non seulement des animaux, mais aussi d'autres créatures magiques. Il avait l'air de rêvasser. Gillian a détourné le regard et a dit qu'il ne se doutait pas qu'une pièce secrète pouvait être cachée ici. Pouvait-elle vraiment dissimuler quelque chose? Il s'est approché de lui et lui a demandé d'un air amical ce qu'il contenait. Torchon a répondu qu'il avait beaucoup de choses. Léonard s'est avancé et lui a demandé de montrer quelques objets. Il a refusé prétextant qu'il n'était pas son maître, ce qui a fait crier Léonard « C'est quoi ce détachement ?» Le protagoniste s'est approché de lui, l'a appelé par son nom et a poliment demandé à voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a accepté et a sorti une variété d'armes et d'autres objets qui sont tombés par terre. Ils ont tous été surpris par cela et il s'est demandé ce que c'était. Peut-être avait-il un espace quadridimensionnel là-dedans. Il a examiné ces objets et a dit qu'il y avait là tout un tas d'armes qu'il n'avait jamais vues auparavant. Léonard a ramassé une pantoufle et a demandé si on pouvait vraiment appeler ça une arme. Les objets ici étaient peut-être plus précieux que ceux de leur trésorerie. Torchon a ri et a dit qu'il pouvait continuer à le complimenter. L'attention de Rufus a été attirée par un étrange objet court qui gisait sur le sol et il a demandé ce que c'était. L'objet lui semblait familier. Il a appuyé sur le bouton, ce qui a fait jaillir un faisceau de lumière de la poignée. Il l'a immédiatement éteint, l'a jeté et a dit que ça ressemblait à une arme d'un passé très lointain. Il a essuyé la sueur de son front en pensant que c'était dangereux. Sa vision du monde a failli s'effondrer. Il ferait mieux de chercher une arme plus simple. Il a pris l'énorme épée et a pensé l'air un peu inquiet que c'était une épée si ancienne qu'on aurait dit une pièce de musée. Il devait essayer de la manier. Léonard l'a regardé, s'apprêtait à dire quelque chose, mais à cet instant, il a balancé l'épée qu'il venait de prendre. Il a libéré une puissante vague d'énergie qui a laissé une grande entaille sur le mur. Il a été très surpris par ce qui s'était passé et a demandé à voix haute quelle était cette épée. Jill l'a appelé par son nom et lui a demandé avec inquiétude si tout allait bien. Il s'est retourné et a crié qu'il allait bien, mais que le mur lui... Léonard se tenait à proximité à regarder l'entaille et a demandé « C'est bien ce que je pense ». Le protagoniste s'est tourné vers lui et lui a demandé s'il savait vraiment de quelle épée il s'agissait. Il s'est souvenu de ce que c'était et a dit que c'était Excalibur. Il a été choqué et a pensé « Ça veut dire que je tenais une épée sacrée entre mes mains ». Il a pris l'épée, l'a pressée contre sa joue et a dit qu'à en juger par sa lumière, c'était sans aucun doute l'épée sacrée Excalibur. Il n'arrivait pas à croire que le jour était enfin venu où il pouvait la voir. Rajo l'a regardé avec un sourire narquois et a dit que c'était la même expression qu'il avait en les regardant eux. C'était bien digne de son frère. Surpris par ce qu'il venait d'entendre, il a demandé à voix haute s'il avait vraiment l'air comme ça de l'extérieur. Léonard a posé sa main sur son épaule, l'a appelé par son nom et lui a demandé s'il pouvait l'apprendre. D'un ton confus, il a répondu que ce serait dommage qu'un tel trésor soit gâché. Léonard en a été très heureux et l'a remercié. Il pensa l'air un peu mécontent qu'il venait de voir la pire facette de son frère si dur d'habitude. Gilliam s'est approché d'eux et a dit qu'il était temps pour eux de rentrer. Après cela, ils sont arrivés au palais et il a dit que pour l'instant, il ne parlerait à personne de ce trésor trouvé au sous-sol. Léonard a demandé s'ils allaient donc garder ça secret. Ils se sont retournés surpris et ont été stupéfaits de voir leur père s'approcher d'eux. Il leur a demandé d'un air terriblement sérieux. « Vous sortez juste du sous-sol. » C'était quoi ce bruit là-bas? Ils étaient tous inquiets de ce qui s'était passé et ont pensé que leur secret avait été découvert. Leur père a appelé Léonard. Alors que celui-ci s'apprêtait à dire quelque chose à propos de son épée, il a dit avec joie à son père de jeter un œil. Il a sorti l'épée de son fourreau et avec un air incroyablement heureux a annoncé que c'était l'épée sacrée Excalibur. Ses frères étaient sous le choc de voir avec quelle désinvolture il venait de le dire. D'un ton grave, il les a tous appelés par leur nom et leur a dit de le suivre, qu'il allait écouter leur histoire. Le protagoniste a appelé Torchon par son nom et a dit qu'il semblait que l'un de leurs ancêtres possédait la compétence d'invocation. Il l'a donc convoqué. Leur père lui a demandé s'il possédait d'autres armes en lui. Il s'est tourné vers lui et lui a demandé ce qu'il pouvait en dire. D'une voix calme, il a répondu qu'il avait absolument tout. Cela a attiré son attention et il a décidé de demander la première chose qui lui est venue à l'esprit. Il a demandé ce qu'il en était de l'épée démoniaque Durant, de la lance sacrée Gungnir, de la lance magique Longinus. Il était choqué d'apprendre qu'il possédait tout ça. Il s'est tourné vers son père et a confirmé que c'était bien le cas. Très surpris, ce dernier a demandé ce que cela était censé signifier. Il a regardé Torchon et a dit qu'il avait vraiment n'importe quoi en lui.
Son père a utilisé sa compétence d'expertise sur l'épée et a dit que c'était difficile à croire mais que c'était sans aucun doute la véritable Excalibur. Cependant, avait-il le droit d'entrer au sous-sol sans permission? Ils ont tous tressailli de peur. Et il a dit que puisqu'ils avaient enfreint de l'interdiction, la seule chose à faire était de les punir. Il a appelé ses 2 fils aînés et leur a ordonné de dresser une liste de toutes les armes. Ils ont réagi à cette punition de manière complètement différente, mais n'ont pas osé protester. Le père a dit qu'en utilisant cette liste, Rufus devrait vérifier si Thorshon possédait bien toutes ses armes. Il devait également rendre Excalibur. Léonard, très surpris, était sur le point de demander quelque chose, mais son père a répété son ordre avec mécontentement. Le lendemain, le protagoniste marchait dans le couloir et se demanda « Alors c'est l'endroit dont parlait mon père. Bien sûr, c'est terrible que ses frères aient été punis à cause de lui. Il aurait dû être le seul à recevoir une punition. » Il est entré dans le bureau, a entendu la voix de Léonard, l'a vu affaler sur la table et lui a dit de ne pas abandonner. Ce n'est que de la paperasse ordinaire après tout. Il est fort, il ne peut pas baisser les bras. À côté de lui, Jill s'entraînait avec une épée et dit à voix haute d'un ton mécontent qu'il aurait vraiment voulu participer à tout ça. Il les a regardés avec un air inquiet, pensant que c'était un véritable enfer. Pour lui, avec ses compétences d'érudit, faire des listes est un vrai plaisir et son père l'avait bien compris. Alors il lui a interdit de participer. Quelque temps plus tard, Léonard s'est approché de lui, l'a appelé par son nom et lui a dit qu'ils avaient réussi. Le protagoniste a pris une très grosse pile de papier et a dit qu'il avait fait du bon travail. Jill a continué à s'entraîner avec son épée, les a regardés et a dit qu'il aurait lui aussi voulu participer. Avec les créatures invoquées, il a commencé à emporter les listes en pensant que c'était insupportable. Il ne supportait plus cette atmosphère. Plus tard, il est arrivé dans un autre bureau et les a remerciés de l'avoir aidé à tout transporter. Il a appelé Thorshon et lui a demandé s'il pouvait vérifier à nouveau le contenu. Ayant reçu son accord, il a dit qu'il allait nommer les armes et que l'autre devait répondre s'il les avait ou non. Après un certain temps, il a dit d'un air un peu fatigué qu'ils en avaient enfin terminé avec plusieurs articles. Il a réfléchi un instant et a demandé s'il avait autre chose que des armes et des armures. L'autre a acquiescé et a dit par exemple des artefacts magiques. Cela a piqué sa curiosité et il a demandé s'il pouvait obtenir quelque chose de ce genre. L'autre a accepté. Après quoi, il a jeté un petit cube sur le sol. Il l'a ramassé, a commencé à l'examiner, a accidentellement appuyé sur un bouton et un vent très fort a soufflé vers lui. Il l'a éteint et a demandé si c'était une sorte de ventilateur. L'autre a confirmé disant que c'était une boîte à vent. Il a regardé à l'intérieur de la boîte et a demandé s'il y avait une émeraude. Était-ce une source d'énergie? Qu'avait-il d'autre? Thorshon a répondu qu'il y avait par exemple une boisson énergisante pour les muscles ou du nectar. Très surpris, il a attrapé les bouteilles à qu'il avait lancées. Rufus a demandé si sa mémoire était bonne le nectar. N'est-ce pas un élixir de restauration? Il était très inquiet que ce soit quelque chose qui ne devrait pas exister dans ce monde et a immédiatement dit qu'il devait vite le ranger. Il a réfléchi un instant et a dit qu'il avait aussi des armes de destruction massive ou quelque chose du genre. Il s'est approché de lui avec une expression sérieuse et lui a dit qu'il insistait mais qu'en aucun cas il ne devait les sortir. Il était très préoccupé par cela et pensait que toutes ces choses n'existaient pas à l'époque actuelle. L'ancêtre qu'il a invoqué de quelle époque pouvait-il bien venir? Et si ce qu'il y a à l'intérieur s'avérait être une arme de l'ère d'une ancienne civilisation, ils avaient déjà connu ça auparavant. Après tout, il y a longtemps, les dieux et les démons se sont battus, et à un moment donné, comme s'ils s'étaient mutuellement anéantis, ils ont disparu. Les dieux étant en mauvaise posture, ont donné aux humains des armes forgées par leurs soins et en ont fait leurs alliés. Après la défaite des dieux, les humains restants ont utilisé ces armes pour détruire les démons. Il a appelé Radios et a demandé « Je me demande si les démons existent encore. » L'autre a répondu avec un sourire en coin « Qui sait? » Il a été un peu surpris par cette réponse et a dit que cela signifiait que même lui ne le savait pas bien que même s'ils existaient, ce ne serait pas un problème pour lui. Il l'a regardé d'un air un peu inquiet et a pensé qu'il voyait un avenir destructeur. Il a interpellé le propriétaire et a demandé « Au fait? » Mais ses mains se sont arrêtées. Elle sait qu'il a déjà fini. Il s'est souvenu de cela et est retourné à ses tâches. Plus tard, son père est venu le voir, l'a appelé par son nom et lui a demandé comment avançait le travail. Le héros s'est tourné vers lui et a dit que tout se passait sans accroc. Il s'est approché de la table et a dit que c'était tout simplement une quantité incroyable. Il a dit que ce n'était pour l'instant que les premières feuilles, mais que tout était en stock. Il a pris l'un des documents et a dit qu'à partir de maintenant, il devrait choisir plusieurs armes sur chaque feuille et les vérifier. Avec un tel volume, cela prendrait trop de temps. Cependant, est-ce que tout ce qui est indiqué ici est bien là? Après avoir reçu confirmation, il a dit que rien ne devait être sorti sous aucun prétexte. Il n'a encore rien sorti, n'est-ce pas? Il a acquiescé et après un moment a fini de vérifier toutes ses armes. Il a posé sa tête sur la table et s'est dit que même dans un corps d'enfant, rester assis à travailler toute la journée était épuisant. Il devrait aller prendre un bain, mais il n'a même pas envie de bouger.
Pourtant, il a envie de prendre un bain et de se plonger dans une source thermale. Je me demande s'il existe une culture des sources thermales dans ce monde. D'ailleurs, il n'a pas encore de créature magique de l'élément eau, n'est-ce pas? Peut-être qu'il peut trouver un récipient de la taille d'une baignoire. Ragio l'a regardé et lui a demandé ce qu'il comptait faire. Il n'a pas répondu. Il a invoqué Ondine qui est immédiatement apparue devant lui et a demandé « M'a-t-il appelé ?» Il a dit avec une expression joyeuse sur le visage qu'il voulait le remplir d'eau. Elle a dit qu'elle pouvait créer une source thermale. Il a été très surpris par ce qu'il a entendu et a demandé « C'est vrai ». Elle a étendu ses tentacules vers le seau dans ses mains et a demandé si elle pouvait emprunter le récipient un instant. Il l'a autorisé et elle l'a pris et l'a rempli d'une eau qui s'est mise à bouillir. Elle lui a demandé d'y tremper les pieds, ce qu'il a fait en disant d'un ton très satisfait que c'était tout simplement incroyable. La fatigue de son corps a disparu quasi instantanément. Elle lui a demandé si ça lui plaisait. Ça aidait pour les épaules raides et les douleurs lombaires et ça soulageait la fatigue. C'était une source avec un approvisionnement continu en eau qui avait un grand effet sur la beauté de la peau. Le héros a dit que c'était une véritable source thermale. Son corps semblait être devenu plus léger. Radio s'est approché du seau et a trempé la pâte et a demandé si c'était si bon que ça. Sa pâte s'est mise à briller et il a dit que ça semblait vraiment avoir de l'effet. Après ça, il est sorti dans le couloir et s'est dit qu'il voulait essayer dans une baignoire plus spacieuse. Si seulement qu'il y avait une baignoire dans sa chambre. Il marchait à côté de lui et a demandé « N'empêche de l'eau avec un effet sur la beauté de la peau, c'est mystérieux. » Le héros s'est tourné vers lui, l'a appelé par son nom et a dit que c'était la première fois qu'il essayait une source thermale. Milia s'est approchée de lui et a demandé ce qu'ils avaient dit à propos de la beauté de la peau. Pourrait-il lui en dire plus? Elle a remarqué la créature à côté de lui, a interpellé le héros et a demandé « Cette petite est nouvelle. » Il a acquiescé et a dit que c'était Udina Aqua. Celle-ci l'a appelée « Maman » et a dit qu'elle était ravie de la rencontrer. Elle s'est approchée d'elle et a dit que son fils invoquait vraiment des créatures inhabituelles. Radio a ajouté qu'elle pouvait créer une source thermale avec un grand effet sur la beauté de la peau. À ces mots, ses yeux se sont mis à briller d'enthousiasme et elle a demandé ce qu'était une source thermale. Il a été un peu surpris par sa question et a expliqué que c'était une sorte de bain. En plus de l'effet sur la beauté de la peau, ça agissait contre les épaules raides, les douleurs lombaires et ça soulageait de la fatigue. Milia a immédiatement déclaré qu'il devait l'essayer sur le champ. Elle lui a attrapé la main et a couru à toute vitesse dans le couloir. Ils sont arrivés devant une grande baignoire et Rufus a pensé qu'elle avait délibérément vidé l'eau qui s'y trouvait. Elle s'est placée à côté de lui et a dit avec un air joyeux qu'il pouvait commencer. Il a appelé Aqua et lui a demandé si elle pouvait s'en charger. Elle a accepté et a rapidement rempli la baignoire d'eau chaude. Plus tard, il a été très surpris et a demandé à voix haute s'il devait entrer lui aussi. Elle a répondu qu'ils étaient une famille, donc c'était naturel. Il ne voulait pas prendre de bain avec sa mère. Elle lui a dit de se déshabiller rapidement. Il s'est senti gêné et a dit à voix haute qu'il pouvait se débrouiller seul. Après ça, ils se sont assis ensemble dans la baignoire et elle s'est exclamée avec surprise que sa peau était vraiment devenue douce comme de la soie. Il a acquiescé en pensant que les femmes seraient ravies. Et en effet, toute sa peau était devenue lisse comme celle d'un bébé. Il était encore un enfant, donc il ne savait pas ce que c'était que d'avoir les épaules raides ou des douleurs lombaires. Mais il semblait que la fatigue du travail s'était subitement évaporée. Ah oui! Et si on utilisait cette source thermale dans les grands bains publics de l'ordre de la nuit? Tout le monde apprécierait, c'est sûr. Peut-être qu'on devrait d'abord essayer sur les frères. Milia a dit l'air satisfait que les sources thermales étaient incroyables. Cependant, elle adorait prendre des bains, mais se sécher les cheveux était une vraie corvée. Il s'est dit qu'il n'y avait pas de sèche-cheveux dans ce monde. Si seulement il pouvait utiliser la magie du vent. Il a eu une idée. Il s'est levé brusquement et lui a demandé si elle pouvait attendre un peu. Un peu plus tard, ils se sont rhabillés. Il a déclaré qu'en son nom, il ordonnait à la fée d'apparaître. À cet instant, une fée est apparue à côté de lui, l'a appelé « Mon chéri » et l'a salué. Il a précisé que c'était la fée Tia. Il voulait qu'elle sèche les cheveux de sa mère avec sa magie. Elle a accepté en disant que ce serait facile. Elle leur donnerait une brillance éblouissante. Elle lui a demandé de ne pas bouger après quoi elle a utilisé sa magie et Milia a été très surprise par l'effet de ce sort. Les servantes se sont approchées d'elle surprises par ce qui s'était passé et ont dit que ses cheveux étaient devenus incroyablement beaux. Ils étaient si brillants et éclatants. Elle s'est approchée de lui, l'a appelé par son nom et lui a dit qu'elle aimait beaucoup ça, ainsi que la source chaude et le vent des fées. Elle aimerait en profiter tous les jours. Le protagoniste fut surpris par cela et pensa que c'était ainsi qu'il avait accepté l'ordre de sa mère. Après un certain temps, Serba déclara qu'en son nom propre, il ordonnait à la salamandre d'apparaître. Il a réussi à le faire. Il a vu cela et a dit joyeusement à voix haute qu'il avait enfin appris à invoquer la salamandre. Il l'a regardé et a dit que tout cela était grâce au merveilleux exemple du chef de guilde. Ils ont regardé sur le côté et il a dit qu'il semblait que Lara avait aussi fait des progrès. Elle a invoqué l'oiseau de feu, en a été très surprise et heureuse et a dit qu'elle avait réussi.
Elle a pris l'oiseau dans ses mains, a appelé le chef de guilde à voix haute et a dit que l'invocation avait enfin réussi. C'était un oiseau de feu. Le protagoniste s'est exclamé joyeusement que c'était incroyable. Elle était sur le point de le remercier, mais elle a commencé à perdre connaissance, ce qui l'a beaucoup inquiété. Et il a demandé à voix haute « Est-ce qu'elle va bien ?» Elle a commencé à tomber et a dit qu'elle s'était concentrée pendant de si nombreuses heures. Elle s'est assise par terre et a dit qu'à ce rythme, elle apprendrait à invoquer encore plus de créatures magiques. Il a dit d'un air inquiet que le repos était aussi important. Cerbus s'est également approché d'elle et lui a demandé si elle pouvait sortir prendre l'air. Elle a accepté et s'est dirigée vers la sortie. Ils l'ont regardée en se demandant si elle irait bien. Dans le couloir, elle est entrée en collision avec quelqu'un et a poussé un grand cri de surprise. Ils sont sortis du bureau et ont vu Lara agenouillée devant Milia demandant pardon à voix haute à sa majesté. Elle s'est penchée vers elle et a demandé « Elle est de la guilde des invocateurs, n'est-ce pas? C'est quoi ces cernes sous ses yeux? » Elle a répondu d'un ton très inquiet qu'elle s'était entraînée intensivement à l'invocation ces derniers temps. Rufus a couru vers elle et a appelé sa mère. Elle l'a appelée par son nom et lui a dit poliment qu'il devait préparer le bain. Si elle ne se trompait pas, cette eau soulage bien la fatigue, n'est-ce pas? Il s'est exécuté et a pensé qu'après cela, les rumeurs sur la source chaude qui avait tranquillement commencé à gagner en popularité dans un coin du château se sont répandues parmi les serviteurs, les aristocrates et même les chevaliers. De bouche à oreille, les rumeurs se sont propagées dans tout le château et l'ampleur et le nombre de personnes ont augmenté. Ainsi, la situation est devenue incontrôlable et a atteint un niveau ingérable. Le nombre de personnes a considérablement augmenté. Après cela, son père l'a appelé par son nom d'un air mécontent et a dit que cela attirait beaucoup trop l'attention. Il semble qu'il sache lui-même ce qu'il va dire. Quand il a hérité de la compétence d'invocation, il n'aurait jamais imaginé que tout deviendrait si bruyant. Tu diras toi-même à Milia de ne plus ouvrir la source chaude. Le protagoniste a accepté et était sur le point de sortir, mais son père l'a appelé, lui a demandé d'attendre et a dit qu'il avait encore une chose à lui dire. Tu as déjà bien grandi. Il semble que le moment soit venu. Il est temps de te marier. Il fut très surpris par cette nouvelle et pensa avec une expression mécontente qu'il n'avait en réalité que 7 ans. N'est-ce pas beaucoup trop tôt? Son père a dit que bien qu'il dise cela, ce n'était pas pour tout de suite. Il faisait référence à la conversation sur le type d'attitude qu'un membre de la famille royale d'Eldoria devrait avoir. Il a pensé que c'était trop déroutant un mariage, puis un mariage royal. Est-ce un mariage politique? C'est bien ça. Même si on lui en parlait soudainement, cela ne lui semblait pas réel. Il avait été célibataire dans sa vie antérieure également. Mais avant tout, il avait pour mission de répandre la compétence d'invocation à travers le monde. Son père l'a appelé et lui a demandé s'il l'écoutait au moins. Il a acquiescé, puis a quitté le bureau de son père. Il avait faim et se demandait si on lui donnerait quelque chose à manger s'il allait à la cuisine. D'ailleurs, en parlant de nourriture, les créatures magiques ne mangent pas, n'est-ce pas? Ragio a dit qu'il n'y en avait pas particulièrement besoin. Le protagoniste a demandé avec un regard intense. S'il devait les invoquer en les imaginant manger ensemble, il pensait qu'un barbecue en plein air avec toute la compagnie serait vraiment amusant. Peut-être qu'il demanderait au chef. Ce dernier a écouté sa question et a demandé ce qu'était un barbecue. Il n'en avait jamais entendu parler. Ce sont des plats où la viande et les légumes sont grillés sur une grille en métal. Il a été ravi en entendant cela, a acquiescé et a dit que c'était exactement ça. Il a dit que cependant, faire un barbecue à l'extérieur est dangereux, donc ce n'est pas autorisé. Il a été surpris par ce qu'il a entendu et a demandé pourquoi c'était dangereux. Il a répondu que c'est dangereux car il y a une possibilité que du poison soit ajouté. Il a été très surpris par ce qu'il a entendu et a pensé qu'il était clair qu'un tel danger existait aussi à l'extérieur. Il a alors demandé quelles plats étaient cuits sur une plaque en fer. Le chef a réfléchi et a dit que probablement les biscuits et autres pâtisseries. Il a commencé à y penser avec un air heureux puis s'est excusé auprès du maître en disant que les animaux n'étaient pas autorisés dans la cuisine. Il s'est excusé, puis il est sorti dans le couloir et a dit que dans ce monde, il y avait encore très peu de sucreries. Si on parle des sucreries qui existaient sur Terre, il y avait bien sûr les choux pastries, les dango à la sauce mitarashi, les bonbushin et le pudding. Il est entré dans la pièce et a annoncé à voix haute que le maître-chef Tetsujin devait apparaître. Un robot est apparu devant lui et il a expliqué que c'était une créature magique qui préparait de la nourriture. Cerbus et Dlara se tenaient à proximité et ont demandé « C'est un golem ». Rufus a répondu que c'était un golem de fer. Son nom est Tetsujin. Il lui a demandé de faire du pudding que le golem a sorti un morceau de papier et y a écrit quelque chose. Il l'a regardé, l'a lu et a dit qu'il n'avait pas les ingrédients ni les ustensiles de cuisine nécessaires. Après ça, il a tendu la liste à Balto et lui a demandé s'il pouvait apporter ce qui était écrit dessus depuis la cuisine. Il a accepté et a quitté la pièce. Le protagoniste a alors appelé Torshan pour lui demander s'il y avait un four à l'intérieur, quelque chose qui pouvait cuire en utilisant une source de chaleur dans une boîte ou cuire à la vapeur. Il lui a demandé s'il parlait d'un appareil de cuisine chauffant. Le protagoniste a confirmé et a dit qu'il demandait de le sortir.
Il l'a sorti, et en le voyant, le protagoniste s'est dit que ça ressemblait presque à un four grille-pain, ou plutôt que la méthode d'utilisation était similaire. Il l'a appelé et lui a demandé s'il y avait un mode d'emploi pour cet appareil chauffant. Il a acquiescé, le lui a donné, et en le regardant, le protagoniste s'est demandé si c'était de l'écriture ancienne. Il a appelé Ragios et lui a demandé s'il pouvait le lire. Il a répondu que non. Il a montré le papier à Torshan et a demandé « Et toi ?» Ce dernier l'a regardé et a dit qu'il fallait d'abord vérifier si le cristal magique était chargé en énergie magique. Le protagoniste a été surpris par cette remarque et s'est dit qu'il fallait s'y attendre de sa part. Il a ri joyeusement et a dit que pour lui, c'était simple comme bonjour. Il s'est approché de l'appareil et a dit « C'est un cristal magique le même que celui qui était à l'intérieur de la boîte avant. Est-ce qu'il est chargé ?» Il a répondu qu'il était écrit que lorsque la couleur disparaît, il faut le remplacer par un nouveau. Surpris, le protagoniste a demandé « Et le chargeur ?» Il a répondu qu'il n'y en avait pas, mais qu'il avait beaucoup de cristaux magiques de rechange. À ce moment-là, Balto est arrivé à appeler le maître et a dit qu'il avait apporté la nourriture. Il l'a remercié et a demandé si le chef avait dit quelque chose. Il a répondu qu'il lui avait demandé ce qu'il comptait préparer. Il a seulement répondu que le maître avait l'intention de cuisiner quelque chose appelé pudding. Il a appelé Tetsujin et lui a dit qu'il pouvait préparer le pudding. Il s'est dirigé vers la table et a commencé à agiter ses bras très rapidement. En le regardant, le protagoniste s'est dit que c'était trop rapide. Il était complètement impossible de voir ce qu'il faisait. Il a fini de cuisiner et Lara a demandé « C'est un plat chaud ». Le protagoniste a répondu que non, que c'était un plat qui se mangeait froid et qui se solidifiait. Il s'est dit que ce serait bien s'il avait de la magie de glace. Cependant, il doit être difficile de maintenir une température constante avec la magie. Il a de nouveau appelé Torshan et lui a demandé s'il pouvait sortir le réfrigérateur. Il n'a pas compris. « Allô ?» Le protagoniste a précisé que c'était une boîte remplie d'air froid à l'intérieur. Torshan a alors compris la sortie et a dit que c'était un congélateur compact. Le protagoniste l'a regardé avec surprise et s'est dit que peu importe comment on le regardait, c'était un réfrigérateur. Après un certain temps, il a ouvert la porte du réfrigérateur en se demandant « Je me demande si ça a déjà refroidi ». Il a sorti une portion, a décidé de la goûter et avec un air satisfait, il a dit que c'était exactement le bon goût. Laura l'a également goûté. Elle a vraiment aimé. Elle a dit que c'était sucré frais et aussi très tendre. Cerbus l'a aussi goûté et a dit que ce genre de nourriture existait donc. Rufus a pris une cuillerée de pudding, a appelé Ragios et lui a demandé s'il voulait essayer. Il l'a mangé malgré tout et a dit que jusqu'à présent, il n'avait jamais montré d'intérêt pour la nourriture. Cependant, le pudding s'est avéré délicieux. Le protagoniste s'est dit que même s'il n'avait pas besoin de nourriture, il semblait que pour Ragios et les autres, c'était devenu une sorte de friandise préférée. Il s'est dit que puisque c'était le cas, il aimerait que son père et sa mère y goûtent aussi. Cependant, si on le leur sert comme ça, il est peu probable qu'ils en mangent. Il faut trouver un moyen naturel de le leur présenter. Quelque temps plus tard, lui et sa famille étaient assis dans le salon et disaient que le repas d'aujourd'hui était également délicieux et qu'ils n'en étaient reconnaissants. On leur a servi du pudding en dessert. Melia a été surprise en le voyant et a dit qu'elle n'avait jamais vu un tel dessert. Il a pensé avec un sourire satisfait qu'il avait demandé au chef de le cuisiner selon la même recette. À sa grande surprise, le chef a dit que c'était un dessert appelé pudding dont la recette leur avait été aimablement donnée par le troisième prince. Le protagoniste s'est dit qu'il avait complètement oublié de demander au chef de ne rien dire à ce sujet. Son père l'a regardé d'un air menaçant et a pris une profonde inspiration. D'une voix inquiète, le protagoniste s'est écrié que ce n'était pas vrai du tout. Ce n'est pas lui qui l'a formé. C'était le chef Tetsujin qui l'avait invoqué. Le nom a attiré l'attention de son père et il a immédiatement invoqué le robot. Un nuage de fumée est apparu d'où il a émergé des rayons lumineux brillants de ses yeux. Il l'a regardé avec une expression perplexe et s'est demandé si ce n'était pas par hasard le mode annihilation. Son père l'appela d'une voix effrayée lui disant qu'il devait le calmer. Melia, très effrayée en voyant ça, l'a traité de golem de feu avant de perdre connaissance, ce qui a beaucoup inquiété Léonard. Pendant ce temps, Gilliam regardait le pudding, en a goûté un peu et a déclaré d'une voix forte que c'était délicieux. « C'est du pudding! » Il ne pensait pas qu'il pourrait un jour goûter ce que mangeaient ses ancêtres. Surpris, le protagoniste a interpellé son frère pour lui demander s'il connaissait ce plat. Il a accepté. Et à ce moment-là, elle a repris connaissance et a dit qu'elle avait dû l'imaginer. Elle pensait n'avoir vu qu'un golem. Elle réalisa alors qu'elle n'avait pas rêvé, et il a remis Tetsujin en mode normal et l'a présenté à nouveau. Il a dit qu'il voulait essayer une douceur appelée pudding. Il a pensé que ce serait dommage qu'il le mange seul. Il a donc enseigné la recette au chef. Gilliam, l'air très heureux, a appelé sa mère et lui a dit que le pudding est un plat merveilleux. Elle s'est un peu calmée, y a goûté et a dit avec surprise que c'était vraiment délicieux. Le reste de la famille y a aussi goûté et était d'accord. Ils ont dit que cette texture délicate qui fond et se dissout dans la bouche est magnifique. La texture et le goût procurent du bonheur. Il s'est dit avec un sourire un peu nerveux que tout le monde était content. On dirait qu'il était définitivement pardonné.
Elle a ajouté qu'à propos, Gilliam et Léonard discutaient d'un voyage d'inspection. Où vont-ils cette fois-ci? Il a répondu avec un sourire que cette fois, il prévoyait d'inspecter le duché de Flirt. Rufus a écouté cela et s'est dit que s'il ne se trompait pas, c'était l'un des 4 grands duchés du royaume d'Elodora. Il s'est tourné et a demandé « Y a-t-il des problèmes dans ce duché? » Léonard a répondu qu'entre nous, il semble que leur influence se soit un peu affaiblie dernièrement. En tant que membre de la famille royale, il s'y rend pour renforcer leur pouvoir et en même temps les secouer un peu. Il a compris et a dit que le simple fait qu'un membre de la famille royale visite personnellement la résidence du Seigneur deviendra un sujet de conversation. Il s'est dit que s'il démontrait des liens solides avec la famille royale, il serait un peu plus facile de regagner de l'influence. Si l'un des 4 grands duchés venait à décliner cela, créerait divers problèmes. Il s'est souvenu que Moonguard lui avait dit de répandre la compétence d'invocation et de l'utiliser davantage. Il a appelé son frère qui s'est tourné vers lui et a demandé « Quelque chose ne va pas ». Le protagoniste a demandé s'il pouvait lui aussi les accompagner pour cette inspection. Surpris par ce qu'il venait d'entendre, il a demandé « Tu veux venir à l'inspection? Y a-t-il une raison à cela? » Il s'est souvenu de son visage et a répondu que bien sûr il y en avait une. Il souhaite répandre la compétence d'invocation. Tous les membres de la famille ont été un peu surpris et l'ont regardé. Son père a pris une profonde inspiration, l'a regardé d'un air calme et a dit qu'il savait qu'il réfléchissait beaucoup à la compétence d'invocation. Même s'il crée souvent des problèmes, il faut lui reconnaître le mérite d'avoir montré à tout le monde l'utilité de la compétence d'invocation qui était encore floue. Il a interpellé Léonard et lui a dit de l'emmener avec lui pour l'inspection. Il est soudainement devenu très sérieux et a ajouté que cependant, il devait le surveiller de très près. Léonard a accepté avec un petit sourire disant que si c'était un ordre royal, il l'emmènerait. Il lui a tapoté la tête et lui a dit qu'il devait bien lui obéir. Il l'a regardé d'un air heureux et a acquiescé. Quelque temps plus tard, ils ont quitté le château et Léonard lui a dit qu'il partirait pour le duché dans une semaine. Il lui a tendu un document en disant que c'était le programme de l'inspection. C'était prévu pour 7 jours. Le protagoniste, un air joyeux sur le visage, a accepté à commencer à le lire et s'est dit qu'il allait enfin quitter la capitale pour la première fois. Léonard a expliqué que les noms des personnes clés étaient écrits sur ce papier, du plus important au moins important. Il devait donc retenir au moins les noms les plus importants. Il a regardé de plus près et a pensé aux personnes clés du duché. Il semblait y en avoir un grand nombre. Se souvenir d'eux uniquement par leur nom serait difficile. Il l'a interpellé et a demandé s'il était possible d'en savoir plus sur ces personnes clés. Il a accepté avec un sourire nerveux et a dit qu'il répondrait du mieux qu'il pouvait. Il l'a regardé et s'est dit qu'il semblait ne pas vouloir qu'il pose trop de questions. Son frère était probablement occupé à préparer l'inspection et tout le reste. Il restait encore une semaine entière. Il a dit qu'il avait changé d'avis. Tout allait bien. Il s'est dit qu'il valait mieux demander à quelqu'un d'autre. Il a traversé le château en pensant que son frère allait inspecter l'entraînement de l'ordre des chevaliers. Pendant que son frère serait là-bas, lui aurait droit à une visite de la demeure ducale et de ses possessions. Il semblait qu'il y aurait aussi une réception avec des aristocrates invités. Il fallait quand même qu'il mémorise correctement les visages et les noms. Un serviteur l'a regardé, l'a interpellé et lui a demandé s'il allait quelque part. Il s'est tourné vers lui et a répondu qu'il allait voir son frère Gilliam. Après cela, il est arrivé au bâtiment de recherche, le Palais des Plumes. Il regarda l'endroit avec surprise et pensa que l'atmosphère ici était complètement différente de celle de la guilde des invocateurs. 2 types passèrent à côté de lui et dirent que l'on sentait vraiment qu'il s'agissait d'une importante installation royale car diverses études y étaient menées. Rufus s'avança un peu plus. Un chevalier le reconnut, l'appela 3e prince et lui demanda comment il pouvait l'aider. Il répondit qu'il était venu rencontrer le 1er prince. La raison était qu'il avait besoin d'en savoir plus sur les personnages clés du duché de Flirt. Le chevalier accepta de transmettre le message. Peu après, il revint et le conduisit au bon bureau. Dès qu'il entra, Gilliam le salua et lui dit qu'il était heureux de sa venue. Avait-il besoin d'informations sur le duché de Flirt? Il acquiesça et dit qu'il voulait se renseigner avant de partir. Son frère lui dit avec un sourire qu'il était très appliqué. Il lui demanda d'attendre un instant. Il lui apporta un livre et dit que quelque part à l'intérieur devaient se trouver les aristocrates liés à la maison ducale. Il était libre de le lire. Rufus le remercia, regarda le livre et pensa « C'est une encyclopédie des personnages. Quel titre direct ?» Il ouvrit le livre et constata qu'il y avait même des portraits, ce qui était très pratique. Il continua de feuilleter le livre et tomba sur une page présentant une jeune fille nommée Flea Flirt. Il lut les informations la concernant et se dit que cela signifiait qu'il y avait une fille de son âge dans ce duché. Gilliam confirma et ajouta qu'il y avait aussi des personnes de son âge et de celui de Léonard. Le protagoniste fut surpris par ce qu'il venait d'entendre et pensa que cela voulait dire qu'il faisait des enfants en s'ajustant aux naissances des membres de la famille royale. Horribles aristocratés, vraiment. Outre cette jeune fille, la récente conversation avec son père commençait à lui paraître pleine de sens. Se pouvait-il qu'elle soit une prétendante pour devenir sa fiancée? Il lut qu'elle possédait la compétence de magie de type feu et demanda à son frère si c'était une compétence très puissante.
Il lui expliqua que c'était une compétence qui permettait d'utiliser n'importe quelle magie de type feu, mais que la maîtrise de tous les sorts exigeait un entraînement colossal et prendrait énormément de temps. Pour la fille du duc, cela se limiterait probablement à de la magie de niveau débutant. Il fut surpris et pensa que ce serait dommage de s'arrêter au niveau débutant avec une telle compétence. Il remercia son frère et dit que grâce à lui, il avait globalement tout compris. Gilayan lui demanda s'il avait déjà fini et face à sa réponse affirmative, il s'étonna qu'il l'ait tout retenu en une seule lecture, disant qu'il était plutôt doué. Que dirait-il de combiner son travail ici avec le poste de chef de la guilde des invocateurs? Il refusa, pensant que le connaissant son frère voulait simplement travailler avec lui. Il était un peu gênant de partir sans le remercier pour son aide. Le protagoniste eut une idée et dit qu'il avait un petit cadeau pour le remercier de son attention. Il invoqua Torshan et lui demanda de le lui donner. Il prit l'objet, le tendit à son frère et lui demanda de l'accepter. Ce dernier regarda ce qu'on lui avait donné et demanda « C'est une montre ». Il pensa que c'était une montre-bracelet rappelant une tour d'horloge, mais d'un type inconnu. Dans ce monde, quand les gens parlaient de montres, ils pensaient généralement à de grandes structures comme les tours d'horloge. Les montres à gousset avaient été développées assez récemment. Julien fut très surpris et demanda s'il pouvait accepter un objet aussi incroyable. Lorsqu'il reçut une réponse positive, il dit d'un air intéressé qu'il se demandait comment elle était faite à l'intérieur. Rufus s'inquiéta un peu, l'interpella et lui expliqua que comme il pouvait le voir, c'était une version miniature d'une horloge. Il y avait de nombreux engrenages minuscules serrés à l'intérieur. S'il l'ouvrait, les engrenages se disperseraient probablement. Il devait la manipuler avec soin. C'était une pièce unique, un objet très rare. Son frère fut très contrarié et Rufus pensa avec un sourire malin que même s'il existait d'autres types de montres-bracelets, il valait mieux le préciser à son frère qui, avec son âme de scientifique, pourrait vraiment la démonter. Il quitta les lieux en pensant que, dans tous les cas, s'il était content, c'était une bonne chose. Après cela, une semaine entière passa en un éclair, et le jour du départ arriva. Jill se tenait devant eux et leur dit avec un sourire qu'ils devaient accomplir leur devoir correctement. Milia, à côté de lui, leur dit de faire attention et de bon voyage. Rufus se tenait à côté de Léonard et annonça qu'il partait. Il s'approcha du carrosse, interpella son frère, qui lui répondit qu'il monterait à cheval. Il monta dans le carrosse et se dit qu'avec autant d'espace, il pourrait tous les libérer. Il invoqua diverses créatures qui remarquèrent que le château s'éloignait de plus en plus. Le maître devait voir ça. Le protagoniste regarda par la fenêtre et se demanda ce qu'il y avait au-delà du château. Il pensa qu'à ce moment-là, submergé par l'excitation de son premier voyage hors de la capitale, il ne savait pas encore ce qui se trouvait réellement au-delà des murs du château.